Bonsoir. Pour le compte de Code 243, nous recevons ce soir quelqu'un qui est déjà passé sur nos plateaux, en la personne de M. Médard Moulangala Lokabonga. M. Moulangala, bonsoir. Bonsoir, Code 243. Voilà, c'est pour nous une opportunité et un privilège que de vous recevoir aujourd'hui, après avoir eu cette émission en 2011, lorsque vous étiez médiateur de l'opposition, avant les élections présidentielles. Et aujourd'hui, la situation politique en RDC connaît des soubresauts assez importants. Nous voudrions un peu savoir, à votre niveau, où est-ce que nous en sommes et pourquoi sommes-nous? Vous avez bien fait de rappeler que nous avions parlé de la médiation qui était nécessaire au sein de l'opposition à l'époque pour que nous ayons une stratégie commune au niveau des élections présidentielles et des élections législatives. Les contacts ont été pris avec les leaders concernés qui se sont rencontrés. Malheureusement, on n'a pas pu aboutir à un accord électoral, ce qui nous a déforcés et ce qui a permis à Ngoï Mounda et son équipe de facilement mettre en mouvement leur plan de faire gagner le candidat Kabila à l'époque. Donc, c'est dommage, c'était une occasion qui a été manquée par l'opposition d'une manière générale. Et la mission n'avait pas bien abouti. Mais il y a eu une tentative qui, malheureusement, n'est pas allée jusqu'au bout. Donc, l'élément essentiel, c'est lequel? C'est que les élections du 28 novembre 2011 n'ont reflété ni la justice, ni la vérité des urnes. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a dit. Et le vrai vainqueur des élections, vous le connaissez, il n'a pas été proclamé. Et depuis lors, nous avons une crise de légitimité majeure. D'une part, mauvaise élection, résultat non crédible, et d'autre part aujourd'hui, le fait que les institutions provinciales, je parle de l'Assemblée provinciale, je parle des gouvernements provinciaux, le Sénat, sont toutes hors mandat. Donc la crise est double sur le plan de la légitimité. Mauvaise élection d'une part, et d'autre part, le fait que les institutions que nous avons sont légales, mais ne sont plus légitimes. Voilà la question à laquelle aujourd'hui nous devons apporter une solution durable. En dehors de cela, il y a les problèmes qu'on a connus dans l'Est du pays, la guerre du M23, nous en parlerons. Oui, nous allons parler, oui. Il y a aussi la question de la gestion économique, la gestion sociale, la gestion tout court de nos ressources et la gestion de nos relations avec les pays voisins notamment. Toutes ces questions-là doivent être aujourd'hui débattues en toute transparence et on doit proposer une voie de sortie. Nous avions à l'époque organisé un conclave de l'opposition. C'était au mois d'août et septembre 2013 et je pense qu'à l'époque, les conclusions de ce conclave qui ont été largement diffusées ont rencontré, je pense, l'accord ou bien la compréhension de la majorité des acteurs politiques congolais parce que nous avions mis le doigt sur les vraies questions auxquelles il fallait apporter une réponse. Mais vous interrompons juste un peu. Votre conclave de l'opposition a-t-il été inclusif? Toutes les forces y ont participé ou bien? Je dois dire que l'UDPS n'a pas participé à cette rencontre de l'IMT. En dehors de l'UDPS, qui était un des partis principaux, je crois que les autres partis politiques qui sont dans l'opposition, qui se disent de l'opposition, avaient pris part à cette rencontre qui avait été très importante. Donc je crois que là aussi, il faut le dire, qu'on n'a pas été inclusif, mais avoir les recommandations qui sont sorties de ce forum, avoir le diagnostic qui a été dressé à ce forum, je dois dire que le travail a été un travail de qualité, mais il faut le reconnaître qu'il a manqué d'inclusivité, comme par la suite d'ailleurs les concertations nationales. Concertations nationales, puisque nous sommes déjà lancés. Elles ont été perçues comme étant une bouée de sauvetage après les accords, après l'accord cadre d'Addis Abeba, oui, qui avait pris pour décision, et nous allons le mettre à votre disposition, de voir en fait cette concertation ou dialogue entre Congolais ou intercongolais être mis sous la supervision de Mme Robinson.
Et comme par hasard, nous avions vu que le pouvoir de Kinshasa jeu de mots, en a pris la légitimité et nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Quelle est votre lecture, quelle est votre critique à ce sujet? Le pouvoir craignait-il quelque chose si cela se passait sous l'auspice de l'ONU ou, bon, tactiquement, ils ont préféré gérer du début jusqu'à la fin ces concertations? Le point de départ est de dire que qui a voulu qu'on ait un dialogue? Qui a réclamé des concertations? C'est nous-mêmes. Qui, à la suite de la crise de légitimité née de mauvaises élections, nous avons dit que la seule voie aujourd'hui pour nous amener à une situation plus acceptable est de passer par un dialogue. Cette demande a été formulée par tous les tenants de l'opposition à la suite des élections de 2011. Premier élément. Deuxième élément, l'ONU, dans son rapport spécial, avait jugé aussi utile qu'il y ait une telle rencontre entre les acteurs politiques et les forces vives de la nation. Et aussi, dans l'accord cadre, cela avait été repris. Maintenant, ce que nous avons fait au niveau des concertations est une démarche interne parce qu'on n'a pas impliqué dans sa mise en œuvre les partenaires étrangers qui sont parties prenantes à l'accord cadre que nous avons signé et qui ont approuvé la résolution 2098 du Conseil de sécurité. Donc à partir de là, je crois qu'aujourd'hui, il y a un espace qui est ouvert pour une initiative qui peut être prise par Mme Robinson, Chris Feingold ou d'autres personnes pour amener à ce que ceux qui n'ont pas pu au départ participer aux concertations puissent se retrouver avec les autres, qu'on puisse avoir un débat. En tout cas pour nous, cette démarche-là doit être tentée. Elle ne l'a pas fait. Nous avons jugé que les envoyés spéciaux, autant Mme Robinson que M. Russ Feingold, ont été, il faut le dire, timides peut-être dans cette démarche-là, et ont semblé privilégier dans le premier temps la solution entre les belligérants, à savoir le M23 et le gouvernement congolais. C'est la piste qui a semblé, à notre avis, être privilégiée. On n'a pas, à mon avis, fait assez d'efforts pour amener les partis politiques, les forces vives, le pouvoir, le gouvernement et tout le monde à s'asseoir à une table de négociation, à une table pour un dialogue, mais il n'est pas tard. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons espérer que Mme Robinson, cette fois-ci, va prendre le courage qu'il convient et qu'elle va faire en sorte qu'elle puisse exécuter le mandat lui confié par le Conseil de sécurité. M23, puisque nous y sommes, il y a tous les rapports qui sont sortis de l'ONU et d'autres officines parlent des faits qui confirment que le Rwanda est derrière cette soi-disant rébellion. Il y a eu ces accords ou cette déclaration qui a été signée à Nairobi il n'y a pas très longtemps. Vous, quelle lecture faites-vous lorsque on se souvient qu'à la sortie du M23, ils ont d'abord avancé l'argument qu'ils combattaient pour l'impérium. Et ce discours s'est volatilisé pour d'autres revendications qui sont celles pratiquement de l'accord qui avait été signé à l'époque du CNDP. Voilà. Et qui amène aujourd'hui, et c'est là que le public se pose de sérieuses questions, à voir ceux qui hier étaient armés et ont terrorisé la population, on leur accorde un blanc-seing de se transformer en parti politique et même d'intégrer les institutions et de brassage. Quel est votre, en tant que responsable d'opposition, que dites-vous par rapport à ça? Non, nous avons déclaré haut et fort en son temps que, même concertation de la journée, on doit arrêter les discussions de Kampala et ramener tout le monde ici à Kinshasa pour savoir ce qui se passe. Donc cette position-là a été prise très fermement par l'ensemble des forces politiques, toutes tendances confondues. Et rappelez-vous, bon, l'Assemblée nationale qui est là l'avait aussi déclaré. Donc, au niveau de l'opinion congolaise, il y avait cette volonté de couper avec un système qui, depuis 20 ans, a créé des rébellions en rébellion, alimenté selon les rapports que nous connaissons tous par les pays voisins, et cela finissait toujours par brassage, mixage et prime à la guerre en intégrant les institutions. Le moment est venu d'y mettre fin et de stopper ce genre de pratiques.
nous nous disons que Nairobi, pour nous, a envoyé plusieurs messages. Le premier est de dire que on a signé à Nairobi et non chez le médiateur attitré. C'est un élément, sur le plan diplomatique, qui est important. C'est-à-dire qu'on a estimé que l'Ouganda, peut-être dans ce rôle-là, ne pouvait pas aller jusqu'au bout et faire aboutir un résultat. D'ailleurs, il n'y a pas eu de résultat, il n'y a eu qu'une déclaration. Deuxième chose, je crois que le gouvernement a manqué de fermeté, puisqu'à un moment donné, il aurait fallu peut-être dire purement et simplement qu'il faut que les autres acceptent leur reddition et que nous puissions avancer. Bon, nous constatons aussi que cet accord, on y est arrivé par le fait que notamment les Nations Unies ont mis en place une brigade d'intervention spéciale qui a été dotée de moyens conséquents, avec les officiers souterrains compétents. D'ailleurs, ici, je voudrais saluer la mémoire du colonel général Mamadou Ndala, qui avait fait un travail important pour notre armée dans la partie est du pays. Donc, on a vu qu'il y avait une possibilité d'avoir une capacité de réaction, si pour autant, la pression était maintenue sur les pays voisins qui, depuis très longtemps, ont toujours alimenté le mouvement rebelle. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est quoi? Il y a une fenêtre d'opportunité. À mon humble avis, nous devons passer par un dialogue qui soit totalement inclusif. Et aujourd'hui, les concertations auxquelles j'ai participé, voilà le rapport général des concertations, le rapport est là, ont fait un bon travail sur le plan du diagnostic et des recommandations. Là où on doit peut-être s'améliorer, à mon humble avis, c'est dans la rapidité de mise en œuvre des décisions d'une part, et aussi la reconnaissance que cette initiative bonne n'a pas pris en compte tous les acteurs politiques et que dès lors, il est nécessaire de parler avec les autres pour pouvoir avancer. Donc, si je vous comprends très bien, un autre dialogue, après tout ce qu'on a eu, Sun City, après les fameuses concertations qui voulaient parler de cohésion, il faudra partir sur cette base avec ce document merci de l'avoir apporté, partir sur cette base, inclure ceux qui étaient absents, notamment... Les invités. Oui, les invités, et surtout les convaincre, parce que les invités... Surtout les convaincre, oui. Les convaincre en une seconde, pour cette fois-ci un énième colloque ou rencontre où nous espérons que l'application ou les résolutions, cette fois-ci prises, vont nous amener vers une solution pour une paix durable, reprenant vos termes. Mais je voudrais un peu revenir au dernier trouble que le Congo vient de connaître. Avant la fin de l'année, il y a eu manifestation, prise de l'aéroport international de Djili, de l'aéroport de Kindu, de la voix du peuple et d'autres événements douloureux où la population congolaise a vu ses fils et ses filles mourir. Quelle lecture faites-vous? Pourtant, nous sortons d'une concertation nationale qui a cherché une certaine cohésion, mais on se rend compte que de l'autre côté, c'est le contraire qu'on est en train de subir. Qu'est-ce que... Je reviens à la question essentielle de la mise en œuvre de ce qui a été décidé. Premier élément. Deuxième élément, cette instabilité qu'on a connue n'est pas la conséquence des concertations, non. Il y a une situation qui est dans le pays, tout le monde la connaît. L'armée n'a pas été bien réformée, n'a pas été bien mise sur pied. Les services de sécurité ne sont pas au niveau attendu. Cette faiblesse de notre secteur de sécurité qui est dénoncée par tout le monde est une réalité. Et ce qu'on a vu apparaître là est une des conséquences de cette faiblesse qu'on a constatée dans nos services, aussi bien l'armée que le service de renseignement. Cela étant dit, la manière dont le dossier a été traité m'inquiète un peu parce que je n'ai pas le sentiment qu'on ait mené une enquête approfondie pour pouvoir comprendre et expliquer à la population les raisons pour lesquelles cela a pu se produire. Donc, au niveau du gouvernement, il y a là un manquement sérieux parce qu'on n'est pas parvenu à expliquer, à dire pourquoi il y a eu de tels incidents et qui en était à la base, et cela de manière convaincante. Donc, ce n'est qu'un élément de plus qui montre que cette équipe a failli, que le système qui a été mis en place ne fonctionne pas. Ce n'est qu'un élément qui montre cela, et je dis pour ma part que l'ouverture qu'il peut y avoir dans le futur
l'option de faire appel, de convaincre les autres partenaires est la voie indiquée à suivre pour amener à ce que nous puissions ensemble mettre fin aux différents problèmes que le pays rencontre. Donc aujourd'hui, la situation de la majorité, puisqu'il faut parler d'elle, ne nous permet pas de faire le travail qui est indiqué pour convaincre les Congolais et pour mettre sur pied les structures qui permettraient de stabiliser le pays et de garantir sa sécurité. Sans oublier de parler bien sûr de la gouvernance, qui est très mauvaise, et sur laquelle tous les rapports que nous voyons, quels qu'ils soient, indiquent que le pays de ce côté-là a failli, essentiellement, il faut le dire, sur la manière dont les ressources naturelles... Voilà, pour ceux qui rejoignent le Code 243, nous avons un invité de marque, en la personne de M. Médard Moulangala Lwakabwanga, qui est président d'un parti qui s'appelle... l'Union pour la majorité républicaine. Nous sommes un parti d'opposition qui, en 2006, a soutenu le candidat Bemba Gombo, et en 2011, le président Tshisekedi. Voilà, il vous l'a dit. Balkanisation. Ce mot est sur toutes les lèvres des Congolais. Et récemment, une déclaration mal perçue ou mal entendue de M. Louis Fengol, qui est l'envoyé spécial de l'administration de M. le président Barack Obama en RDC, a fait lever des boucliers. Quelle lecture faites-vous lorsque vous entendez les Bakata Katanga, qui sont les Maïmaï, revendiquer, vouloir prendre, comment séparer le Katanga du reste du Congo? Et cette implantation massive de nos voisins, en l'occurrence ici des Tutsis d'origine rwandaise à l'est RDC. Est-ce la balkanisation? Est-ce un nouveau peuplement? Quelle est votre lecture? Bon, d'abord, je voudrais ici rendre l'hommage historique à un ancien président de la République, le maréchal Mobutu, parce que de tout ce qu'il a pu nous laisser comme héritage, je crois que c'est l'unité nationale qui est l'élément que l'on peut mentionner. Sur cette question-là, il faut reconnaître qu'il a donné à tous les Congolais, Zéro à l'époque, ce sens de vivre ensemble, cette idée que nous devons demeurer dans les frontières héritées de la colonisation, et ça, il faut le saluer. Cela étant dit, le discours de l'envoyé spécial dans les Grands Lacs à la RDC, le sénateur Russ Fengol, a pu prêter à confusion, mais nous nous sommes un peu rapprochés du département d'État pour parler aux responsables de ce département. Et il semble très clairement qu'il y a eu une mauvaise traduction, ou bien lapsus linguae, parce que j'ai cru comprendre que ce qui était pensé, ce à quoi on voulait faire référence, était en fait la sécurité aux frontières. Là-dessus, il n'y a pas pour moi le moindre doute. L'accord cadre l'a rappelé. Le rapport spécial de Ban Ki-moon l'a confirmé et la résolution l'a rappelé une fois de tout. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas inquiet sur la volonté de maintenir le Congo tel qu'il est. Mais dans la pratique, que voyons-nous? On se rend compte qu'il y a de nombreux déplacés internes dans l'est du pays. Il y a des réfugiés non identifiés de manière précises qui demandent à rentrer au pays, qui sont soit en Ouganda, au Rwanda ou ailleurs. Donc pour nous, pour ce processus-là, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir un mécanisme de contrôle, d'identification, qui peut être fait sous l'égide des Nations Unies, où on peut savoir exactement qui est congolais et qui ne l'est pas. Ça peut se faire, c'est un exercice qui n'est pas compliqué, me semble-t-il. Et si on y arrive, on pourra, à ce moment-là, mettre fin à cette tentative-là. Mais je voudrais aussi rappeler que ces tentatives sont liées à quoi? Elles sont liées notamment au fait qu'il y a dans la partie est de notre pays beaucoup de ressources sur lesquelles beaucoup de personnes ont des visées et nous devons savoir comment gérer nos ressources pour faire en sorte qu'elles ne soient pas à la base des difficultés ou des problèmes avec les pays voisins notamment. Ce n'est pas nouveau. Ici en Amérique où nous sommes, il y a un accord vieux de plusieurs dizaines d'années entre l'Amérique et le Canada pour la gestion des eaux du Grand Lac. Nous pouvons apprendre d'eux et faire des conventions, faire des procédures, faire des pratiques, des bonnes pratiques qui permettent de garantir des bonnes relations entre voisins. Le Congo a 9 pays voisins.
nous devons, avec tous les pays voisins, entretenir de bonnes relations, parce que les voisins sont éternels, on ne va pas les déplacer. Donc, ce qui a été fait jusqu'à présent, il faut qu'on y mette fin, que de manière responsable maintenant, on aborde les vraies questions, notamment lesquelles? Les questions liées à la gestion des ressources, les questions liées aux ressources partagées, notamment les ressources, prenons pétrolières qui sont dans le lac. Le lac, c'est tout le monde qui a accès au lac. Donc il y a des bonnes pratiques dans le monde entier sur la manière dont on doit gérer ces ressources-là. À propos, je voudrais juste l'interrompre parce qu'on parle de ressources du pétrole. Sur la côte ouest, oui. La situation du pétrole congolais. Vous avez été ministre par ailleurs, j'aimerais préciser, vous avez été ministre de l'énergie oui. à l'époque de la Deuxième République. Qu'en savez-vous? Les éléments objectifs que nous avons démontrent clairement qu'il y a dans les blocs 14 et 15 exploités par l'Angola un problème qui est dû au fait que si on applique certaines procédures prévues par l'accord de Montego Bay, ces ressources-là nous appartiendraient en propre. Vous les évaluez à combien? Oh, les chiffres ne sont pas précis, mais certains parlent en termes de milliards. Je ne devrais pas essayer d'avancer un chiffre que je ne peux pas contrôler. Exact. Ce que je peux dire, c'est que l'accès à de telles ressources aura un impact significatif sur notre budget national et sur notre richesse nationale. Donc, cette démarche-là, j'ai appris qu'elle était en cours au niveau des Nations Unies, qu'il y a des procédures qui ont été engagées, qu'on aille jusqu'au bout des procédures et qu'on termine ces procédures à l'avantage de notre pays. S'il y a, on doit nous le dire, s'il y a des raisons pour lesquelles on ne peut pas demander à l'Angola, s'il y a une dette que nous ne connaissons pas, mais qu'on le dise. Il est vrai que l'Angola a aidé le pays à un moment donné. S'il y a des conditions qui ont été attachées à cela, qu'on nous le dise et que de manière responsable, carte sur table, on puisse en discuter. Parce qu'effectivement, nos relations avec les pays voisins sont éternelles. Elles ne vont pas s'arrêter aujourd'hui. Et nous devons travailler de manière à ce que ces ressources-là soient utilisées comme il se doit, de manière équitable, chacun ayant ce qui lui revient de droit, parce que n'oubliez pas, ce sont des ressources non renouvelables et il faut penser aux générations futures. Donc pour moi, deux choses, on doit poursuivre la démarche actuellement en cours aux Nations Unies, premier élément. Deuxième élément, il faut vider le contentieux, si contentieux il y a, et qu'on nous dise de quoi il s'agit, parce que on a le sentiment qu'il y a des secrets et des non-dits. Et d'ailleurs, cette question avait été évoquée lors des concertations. Et on a demandé qu'on puisse creuser la question pour qu'on puisse apporter une solution durable. Donc voilà ce que je dis, moi, c'est la transparence dans la manière de faire les choses et la poursuite des intérêts congolais partout où on peut le faire. Croyez-vous que l'actuel gouvernement, qui a été décrié, dont les rapports de l'ONU nous démontrent, du point de vue des termes des échanges économiques, du point de vue de la sécurité ou même du climat des affaires, la République démocratique du Congo est en queue du peloton. Croyez-vous que ce problème peut être solutionné, attention un peu par le gouvernement Matata Ponyo ou un autre à venir, ou quels sont les mécanismes que nous devrions ici mettre sur pied pour que le Congo enfin puisse revenir sur une certaine stabilité aussi, et compte tenu de ses ressources, pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre? La question est essentielle. En fait, quand vous analysez de manière froide le diagnostic posé et par Ban Ki-moon dans son rapport spécial et par le rapport que nous avons produit aux concertations, nous constatons la faillite d'un système. Le système qui a été utilisé depuis quelques années pour la gestion économique du pays a montré ses limites. Donc aujourd'hui, il faut changer le système. Et changer le système, souvent, implique changer aussi les armes. Donc nous sommes arrivés à ce tournant-là, parce que tous les rapports arrivent à la même conclusion, qu'il y a une faiblesse dans la gouvernance. Elle ne sait pas si elle est endémique, mais en tout cas, on peut l'attribuer à un groupe qui a, depuis une dizaine d'années, géré seul toute la République et qui n'a pas pu donner les résultats escomptés. Donc le système qu'ils ont mis en place, il faut le combattre, il faut y mettre fin en le changeant, en amenant, à mon humble avis, une nouvelle dynamique dans la manière dont le pays doit être géré. La manière dont le pays doit être géré, nous sommes à 2 ans d'un terme, 2016 arrive très rapidement. Oui. Croyez-vous, ou quels sont les mécanismes que les Congolais pourraient
devrait mettre ici en place pour qu'il y ait d'abord le respect de la Constitution. Sachant qu'en Afrique, la plupart des dictateurs ou des présidents aiment bien rester éternellement au pouvoir. Vous êtes sorti des concertations, qu'est-ce que vous avez prévu à ce sujet-là? Parce que l'une des grandes craintes dans cette diaspora, on se dit, ils vont sûrement corrompre, et notre peuple étant si corruptible, modification de l'article 220 de la Constitution risque d'être une réalité. Mais vous avez le rapport ici, vous pourrez lire dans toutes les pages, à aucun moment il n'a été considéré, même débattu de la possibilité de modifier la Constitution pour ces questions-là. Donc, de ce point de vue-là, l'opposition qui a été aux concertations a joué son rôle. Elle a dit de manière très claire qu'elle ne peut pas accepter telle modification. Maintenant, cela a été dit. Dans le discours de clôture des concertations, le chef de l'État a dit lui-même qu'il est respectueux des textes et de leur esprit. Donc, à partir de là, nous concluons que cette question-là n'est pas à l'ordre du jour. Même si on va arriver, peut-être, il faut qu'on réfléchisse, à une situation électorale qui peut nous amener à être hors des délais. C'est ça le grand danger qu'il y a. Donc maintenant, nous devons beaucoup y réfléchir pour voir de quelle manière nous assurer que le calendrier ou bien les méthodes proposées par Malumalu et son équipe ne sont pas faites de telle manière à ce qui nous amène automatiquement dans hors délai et à ce moment-là consacrer une prolongation de mandat que rien ne justifie. Donc pour nous, cette question-là n'est pas à l'ordre du jour, on n'y revient pas. Nous avons dit qu'il y a 2 mandats et 2 mandats seulement. Je crois qu'aujourd'hui, si j'ai bien calculé, il doit rester peut-être 1150 jours au régime actuel pour rester au pouvoir. À ce moment-là, après les élections, chacun pourra voter pour qui il veut. Mais la question, il faut le dire haut et fort, au niveau des concertations, n'a jamais été débattue. Sur cette question, nous avons été très fermes. Beaucoup disent que les Mobutistes veulent, eux qui sont spécialistes, qui ont su garder le maréchal paix à son âme pendant 32 ans au pouvoir, sont des grands stratèges qui sont en train de pérenniser ou de mettre sur pied plusieurs stratégies, notamment celle que vous venez d'évoquer ici, d'une probable prolongation de mandat. Non, nous l'avons contesté, nous l'avons dit de manière très claire qu'il est contesté. Et d'ailleurs, ici, une des recommandations qu'il y a, c'est revoir l'administration électorale. Donc, le présidium qui a, à mon avis, a pris un peu de temps à mettre ça en œuvre, doit maintenant faire des recommandations idoines pour que cette nouvelle administration se mette en place. Bon, et la mise en place va se faire, à mon avis, lorsque le gouvernement sera mis sur pied, il lui appartiendra de faire ces activités-là. Nous avons dit aussi ceci à notre avis de concertation. On ne peut pas parler de changer le gouvernement national sans évoquer la situation des provinces. Ça n'a pas de sens. Il serait illogique de dire que cohésion nationale seulement au niveau du gouvernement central, dans les provinces, on ne le fait pas. Ce n'est pas logique, d'autant plus que dans les provinces, je l'ai dit avant d'entrée de jeu, les mandats sont déjà fort clos. Les mandats des députés provinciaux, des gouvernements provinciaux sont fort clos. Et des sénateurs. Et des sénateurs, évidemment. Donc, il y a obligation, me semble-t-il, à ce que si on doit agir au niveau national, au niveau du gouvernement, il faut nécessairement aussi agir au niveau provincial pour donner le caractère inclusif à cette démarche-là. On ne doit pas le faire demain, non. J'ai bien dit ici qu'il faut qu'il y ait un rapprochement vers les autres forces qui n'ont pas pris part aux concertations. Ce n'est qu'à l'issue de cela que l'on pourrait éventuellement avancer. On pourrait avancer, mais de l'autre côté, nous avons limité le président élu, que tous les Congolais, ou une partie des Congolais, du moins ceux qui l'ont voté, aimeraient voir au pouvoir, l'impérium. Qu'est-ce que, à ce stade, si nous sommes à 2 ans, croyez-vous que c'est quelque chose qui soit encore possible? Croyez-vous que c'est quelque chose qui soit une utopie? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous suivent? Impérium, mot nouveau dans le jargon politique congolais. L'impérium a été la première fois évoqué, c'était en 91, un débat parlementaire, où cette question avait été évoquée. Nous étions à la fin du mandat du président Mobutu, le 5 décembre 1991. Cette question était déjà venue dans le débat. Mais revenons aujourd'hui pour dire que le président Tshisekedi a fait une bonne campagne et nous avons voté pour lui et à mon humble avis, il avait gagné les élections.
mais il n'a pas été proclamé vainqueur des élections. C'est ça aussi la réalité que nous vivons. Deux choses. La première, c'est que nous devons honorer le passé et dire que la démarche du président Tshisekedi depuis plus d'une trentaine d'années a été salutatrice pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Quand je parle du président Tshisekedi, je parle aussi de l'UDPS, de tous les membres du parti, de ce parti-là, tous les vaillants membres qui ont lutté pour que dans notre pays, il y ait changement. Et je dois dire que leur combat a porté des fruits parce qu'il y a eu des avancées réelles sur le plan démocratique. Il faut saluer cela. Donc nous devons honorer notre passé. Mais d'autre part aussi, nous devons nous approprier notre futur. Parce que la démarche est arrivée jusqu'à une certaine étape. Maintenant, il nous appartient de mettre en mouvement, de mettre en œuvre ce qu'il convient de faire pour que le pays connaisse une vraie démocratie. Donc, le président Tshisekedi, à mon avis, sa mission, il l'a pleinement remplie parce qu'il a ouvert la voie à ce que nous puissions avoir dans le pays un véritable débat démocratique, parfois contrecarré, parfois bloqué, mais dans l'essence, toute la population est ouverte à ce débat-là. Donc maintenant, tous ceux qui sont démocrates, tous ceux qui pensent au changement, doivent se dire que faire maintenant pour nous approprier notre futur, de sorte que les pratiques qui ont été, pour lesquelles nous avons combattu, côté de Tshisekedi, sont mises en œuvre. C'est ma réponse aujourd'hui. Mais j'attends, je souhaiterais quand même que lorsqu'il y a dialogue sous l'égide de la communauté internationale, on puisse l'impliquer pour qu'aussi il puisse apporter sa contribution. C'est fondamental. Il a un rôle qu'il a joué, il a fait avancer le pays. Maintenant, nous devons honorer le passé, mais nous approprier l'avenir. Donc nous sommes à ce tournant-là. Il faut qu'on pense quelle est la meilleure manière de le faire. Parce que l'avenir, c'est quoi? Se créer dans notre pays des conditions de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la justice. Voilà ce que j'ai comme message à donner à ce stade. Merci pour la clarté de votre réponse. Nous allons tourner vers un peu la vie sociale qui, selon les rapports que nous lisons, justifie toujours qu'un Congolais vit aujourd'hui avec moins $1 par jour. Et ceci étant cela, et nous allons également faire un petit clin d'œil pour parler du budget, la proposition du budget, ou celui qui a été adopté au niveau du Parlement, pour voir si cela est crédible dans une société actuelle où les services utilitaires comme l'eau, l'électricité sont quasiment inexistants, même dans la grande capitale Kinshasa, où nous voyons des mouvements sociaux récemment, je crois que c'était Goma hier, ou il y a 2 jours, où la population est sortie dans les rues, Béni ou ailleurs, on sent qu'il y a une ébullition au niveau du peuple. Vous avez parlé du terme de s'approprier notre futur. Ne sentez-vous pas que le Congo est en train de basculer, je ne peux pas dire dangereusement, mais en train de basculer vers une prise en charge effective de cette population qui, asphyxiée par les réalités économiques, asphyxiée par les conséquences d'une mégestion, devra se dire, ou risque de se dire, allons-y, parce que 2 ans, on ne peut pas tenir. Le risque est réel. Je crois que les faits que vous avez évoqués démontrent clairement que malgré la croissance sur laquelle, dont on nous parle jusqu'à plus soif tous les jours, malgré la stabilité du cadre macroéconomique qu'on nous répète au quotidien sous toutes les formes, tout cela, cette expansion économique ne s'est pas traduite par une amélioration de la vie des Congolais. Ça, le constat, il est général, on ne peut pas y revenir. Le système qui a été mis en place a profité à une caste, à un groupe restreint. Et c'est pour ça que je dis que le vrai débat aujourd'hui, si nous devons évoluer ensemble, c'est comment mettre fin à un système. Le pays a des opportunités, le pays offre beaucoup de possibilités d'investissement, mais la difficulté que nous connaissons, et vous le savez, elle est liée au climat des affaires, qui fait que les grandes entreprises, les personnes intéressées à notre sous-sol, intéressées à nos industries, se retrouvent hésitantes et bloquées du fait qu'elles ne sont pas rassurées sur la manière dont le pays est géré. Donc le changement de système aujourd'hui, c'est la clé.
Le système mis en place depuis 10 ans n'a pas donné les fruits escomptés. Il faut le changer. Et le changer en amenant de nouvelles méthodes, de nouvelles personnes, pour qu'on puisse préparer l'avenir. Je l'ai dit ici, nous devons lutter pour nous approprier notre avenir. Donc c'est ça pour moi qui est le message pour la population. Et si cela passe par des revendications normales, que l'on voit partout ailleurs, mais pourquoi pas? Nous devons faire entendre notre voix, nous devons revendiquer ce qui nous revient de droit. Et en le faisant, j'espère qu'à ce moment-là, les dirigeants pourront le comprendre. Mais les politiques savent que nous devons aller à un dialogue pour contenir cette revendication-là. Et le dialogue, s'il débouche sur une inclusivité la plus large possible, peut nous amener à sortir de l'impasse. Mais, vous l'avez dit, le danger est réel parce que les Congolais s'impatientent, ils ne vivent pas les fruits de la croissance, ils ne sentent pas au quotidien que leur vie s'améliore. Donc à partir de là, effectivement, le mécontentement social, il est réel et pourrait peut-être déborder, qui sait. Dernière partie de notre émission Code 243, pour ceux qui nous rejoignent et ceux qui sont avec nous, M. Ménam Langela Kabwanga, président de l'UMR, dont il va vous décrire lui-même c'est l'union. Pour la majorité républicaine, je rappelle, parti membre de l'opposition politique, qui en 2006 a appuyé le candidat Jean-Pierre Bemba et en 2011 a accompagné le président Tshisekedi. Voilà, le président Tshisekedi, dont la diaspora, les combattants, les résistants patriotes, parce que nous devons en parler, nous nous émettons partie de la diaspora, ont également appuyé en 2011. Face à cette diaspora qui aujourd'hui se sent un peu esselée, qui se sent aujourd'hui un peu trahie par les différents acteurs politiques qui sont venus dans cette même diaspora. On ne va pas évoquer des noms pour ne pas frustrer, mais elle a cru en une force d'opposition qui pouvait être son interface au niveau du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette diaspora qui, avec les moyens de bord, essaye de faire véhiculer un message et qui attend le répondant sur terrain? Non, je veux d'abord rappeler que la diaspora a fait un très grand travail. Depuis une dizaine d'années, de manière constante, de manière très spectaculaire parfois, elle a eu à amener les uns et les autres à prendre conscience des problèmes qu'il y avait dans la RDC. Et notamment à l'issue des élections de 2011, l'action menée tant à Londres, j'y étais, à Bruxelles, à Paris, qu'ici à Washington et à New York, a permis à ce qu'il y ait quand même une prise de conscience au niveau des décideurs dans le monde entier. Et peut-être, je pense, a aussi contribué à influer sur le changement de ton, le changement des politiques qu'on a observé récemment dans la région des Grands Lacs. Donc je dois d'abord saluer ici de manière tout à fait solennelle l'action que vous tous avez menée dans vos pays respectifs pour la cause de notre pays, la RDC. Deuxièmement, je ne peux pas parler de la diaspora sans évoquer la contribution financière majeure qui est la sienne aux différentes familles qui sont restées au pays, frères et sœurs, pour des besoins scolaires, de soins médicaux ou purement simplement de survie. Cette action-là, je crois aussi, on doit la saluer de manière permanente. Maintenant, moi, comme observateur qui vit à Kinshasa, je voulais un peu recommander à la diaspora d'autres types d'actions qui, à mon sens, sont nécessaires, qui viendraient, comment dirais-je, appuyer davantage les revendications manifestées, notamment par des rassemblements, par des mémos et autres déposés auprès des autorités dans les pays dans lesquels ils vivent. Je crois que la diaspora aujourd'hui doit être une force de formulation. Elle doit contribuer à ce que les politiques qui sont prises dans ce pays par rapport à chez nous prennent en compte leur argumentation. Donc je pense que la partie qui concerne comment dirais-je, les marches et autres, elle est très utile, elle est très bonne. Aujourd'hui, il faut que la diaspora puisse développer des rapports plus suivis, là où elle est, avec les instances qui dirigent et qui prennent des décisions. J'ai noté par exemple récemment la visite que vous avez faite au département d'État, à laquelle on a bien voulu m'associer par le département d'État, c'est une bonne chose.
Il faut que cela se fasse de manière structurée, permanente et régulière. Vous verrez qu'à la longue, il y aura une compréhension meilleure des enjeux du Congo par ceux qui décident ici. Premier élément. Et le deuxième maintenant, élément qui me semble aussi indispensable, c'est que le lien soit fait entre la diaspora, qui est une force de changement reconnue partout, et ceux qui, à Kinshasa, force vive, partis politiques, partagent le même idéal. Je crois que si on fait cette jonction-là, vous verrez que l'action pourrait être menée de manière plus efficace, et chacun, là où il est, pourra jouer le rôle qui est le sien. Donc la diaspora, bravo, vous avez fait un grand travail. Aujourd'hui, le moment est venu de passer à une étape supérieure, où on peut arriver à ce que nos idées, nos revendications, nos propositions soient intégrées dans les politiques proposées par ces pays-là vers notre pays. Cette même diaspora, d'après les derniers chiffres que nous avions eus de Western Union, envoie entre 4 milliards et demi, 4 à 6 milliards de dollars de transferts monétaires. Oui. Et le gouvernement Matata Ponyo vient, je crois, je ne sais pas si la loi a été votée, sa proposition budgétaire a été votée au niveau... Elle sera votée mécaniquement par la majorité, ça c'est pas le problème. Voilà, avec 8 milliards de dollars. Oui. Vous êtes économiste de formation, je rappelle, vous avez travaillé à la Citibank il y a quelques décennies. En tant qu'économiste, en tant qu'ancien ministre, en tant que visionnaire, vous avez une vision politique pour ce pays. Que pouvez-vous dire par rapport à 8 milliards de dollars pour une population de 70 millions? Donc la modicité du budget congolais est une réalité triste que nous devons tous ensemble constater. J'ai été, vous le savez, pendant 5 ans, rapporteur de la commission ECOFIN à l'Assemblée nationale. Et durant ces 5 ans, je n'ai jamais voté le budget. J'ai toujours voté abstention parce que je n'avais pas confiance dans ce qui était mis dans le budget. Pourquoi je n'avais pas confiance? Parce que d'abord, la reddition des comptes n'était pas automatique et systématique. Et deuxièmement, lorsqu'on avait accès à cette reddition des comptes, on était frappé par la manière dont l'exécution du budget avait été faite. À savoir, des dépassements monstrueux non justifiés et des sous-utilisations dans les secteurs pourtant stratégiques et importants. Donc le budget a été, et peut-être jusqu'aujourd'hui demeure, un exercice qui est fait pour la consommation, peut-être simplement des institutions, mais qui dans son exécution ne traduit pas la volonté des électeurs, la volonté des députés. Donc là, il y a un grand changement à faire pour changer les choses. Modicité, je ne suis pas surpris. Vous avez suivi récemment le rapport fait par Kofi Annan, qui a rappelé que lors de la vente des ressources, certaines mines congolaises, il y avait des pertes estimées à 2 milliards par rapport à la valeur du marché. Donc cette pratique-là qui a été faite de vendre nos ressources en dessous de la valeur du marché... Du moins pour celles qu'on a pu découvrir. Parce que... Mais on va découvrir, il n'y a pas de mystère, on va le découvrir à la fin. Cette manière de faire, qui a sous-estimé de manière honteuse la valeur de nos ressources, qui ont été cédées à certains groupes économiques, avec une forte concentration sur un opérateur que vous connaissez tous, cette façon de faire a été clairement dénoncée et est, à mon avis, à l'origine notamment de ces sous-évaluations de notre budget national. Donc, la traçabilité des recettes, la collecte des recettes, notamment dans le secteur minier, ne se fait pas comme il se doit. Alors, si on ajoute à cela le fait que l'Est, du fait de la faiblesse de l'État, est une véritable passoire pour les ressources, vous comprendrez qu'il n'est pas étonnant que notre budget soit si modeste. Mais je pense qu'avec un contrôle plus réaliste, mieux orienté de nos ressources, nous pourrions faire mieux. Je voulais quand même faire aussi une autre remarque par rapport au budget. Historiquement, le budget était pour moitié financé par des partenaires extérieurs. Donc les vraies ressources mobilisées en interne sont de 4 à 5 milliards, ce qui est très faible. Et nous, dans notre parti, dans notre vision économique, nous pensons que nous devrions militer pour qu'il y ait moins d'aide, mais plus de trade. Comme disent les Anglais, less aid, more trade. Et pour cela, il faut créer les conditions économiques dans le pays pour assurer nos partenaires qui viennent investir. Nous sommes un pays d'avenir, avec un grand potentiel, qu'on doit pouvoir utiliser de manière rationnelle, ce qui, il faut le dire malheureusement, n'est pas le cas aujourd'hui. Nous tournons vers la fin. Je vais vous accorder
les 2 dernières minutes de cette émission, tout en fixant bien cette caméra. C'est vrai qu'il y a des vœux à présenter au peuple congolais, mais je vous les laisse. Comment pouvez-vous conclure par rapport à ce que nous voyons? Quelle est votre espérance et quel est ce message que vous voulez transmettre à vos contemporains, à cette jeunesse, à ceux qui montent? Monsieur Moulangala, vous avez une minute. Le message est un message d'espoir. Un message d'espoir parce que malgré ce que certaines personnes ont pu faire ou dire, notre volonté de vivre ensemble reste inébranlable et les Congolais ne souhaitent pas à ce qu'on touche à leurs frontières, et cela est une constante depuis de nombreuses années. Je voulais aussi leur dire que nous devons, comme je l'ai dit, honorer le passé, respecter ceux qui avant nous ont fait un grand travail pour nous amener là où nous sommes, notamment en matière de démocratie, notamment en matière de justice, de gouvernance et d'état de droit. Mais aujourd'hui, nous devons aussi nous dire qu'il est temps de nous approprier de notre propre futur. Et pour le faire, nous ne devons pas désespérer. Nous devons travailler ensemble, la diaspora, surtout elle qui est très active, qui contribue énormément, avec les acteurs politiques et sociaux dans le pays. Et en nous mettant ensemble, nous pouvons aider à une formulation des politiques plus avantageuses envers notre pays. Nous pouvons contribuer à ce que l'avènement du changement soit une réalité. Il n'y a pas place pour la fatalité, il n'y a pas place pour le désespoir. Nous devons nous mettre debout, nous être des hommes debout, un peuple debout, pour refuser la balkanisation d'une part, et pour l'autre part, pour amener le changement au sein de nos institutions. Voilà mon message, tout en vous souhaitant une bonne année 2014. Je vous remercie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première émission de l'an 2014 et au nom de la rédaction de Code 243, nous voulons également réitérer et présenter nos vœux les meilleurs à la diaspora et à tout le peuple congolais ou qui se trouve en RDC, à ce peuple africain affligé mais qui, je crois, par expérience, va demain pouvoir se lever et faire des exploits. Car nous croyons par la foi que, comme disent les Américains, « the sky is the limit ». Encore une fois, pour ceux qui nous ont rejoints, c'était Code 243, nous avons dû faire un déplacement pour pouvoir avoir notre interlocuteur ce soir, donc n'en souffrez pas, nous étions dans un studio modeste parce qu'il est important que nous puissions écouter notre interlocuteur. Voilà, pour ceux qui veulent nous rejoindre, 240 432 16 14, je répète encore, 240 432 16 14 avec le 01 comme code, ce serait pour les États-Unis, ou bien nous envoyer vos messages sur newscode243@gmail.com, je répète, newscode243 en un mot, @gmail.com, ou tout simplement aller sur notre page Facebook Code 243 ou encore celle qui s'appelle Code 243 Group. Voilà, chers amis, j'espère que ce programme vous plaira. Encore une fois, c'est sur Code 243 et nulle part ailleurs. Bonsoir.